Bonjour Monsieur Chapelle, bienvenue dans ce TAS Talk. Puis-je vous demander de vous présenter en quelques mots? Bien sûr, bonjour. Donc, mon nom est Olivier Chapelle. Je travaille en tant qu'avocat chez PwC Legal, qui, comme son nom l'indique, est un cabinet d'avocats qui travaille en collaboration étroite avec PwC. Je pratique la matière des rémunérations depuis une quinzaine d'années maintenant, donc avec une casquette juridique et fiscale, et avec bonheur dans des entreprises de toute taille, que ce soit de très grandes entreprises avec un ancrage international, et de toutes petites entreprises, voire, même si ce n'est pas notre première activité au sein de PwC Legal, des particuliers dans certains cas, en faisant systématiquement le lien, tant que nous pouvons, entre la matière des rémunérations dans ses composantes fiscales et juridiques, avec les aspects soit de gestion du personnel, soit de gestion de l'entreprise au sens plus large, puisque la rémunération est finalement l'un des leviers qui peuvent être actionnés par un entrepreneur pour atteindre ses objectifs qui sont multiples, et c'est cette multiplicité qui est très intéressante, je trouve. Et quand vous parlez de rémunération, on parle purement et simplement de salaire Alors non, quelques petits exemples? Non, je dirais quelque part heureusement, parce que s'il était question de payer entre guillemets qu'un salaire avec toutes ces composantes que l'on connaît, le 13e mois, la prime de fin d'année, enfin c'est la même chose, mais donc les pécules de vacances, etc., il n'y aurait pas beaucoup de leviers à actionner, on payerait simplement. Ce que nous faisons, c'est essayer d'aider les entreprises à déterminer le package de rémunération qui va leur permettre de motiver leurs travailleurs de la manière la plus adéquate. Et donc cela couvre également des aspects de mobilité, la voiture de société, ce que l'on voit de plus en plus, le vélo électrique de société, tous les aspects assurance, hospitalisation, dans toutes les composantes jusqu'à la composante dentaire, assurance de groupe évidemment pour la couverture pension qui est très fréquente ou de plus en plus fréquente en tout cas en Belgique, et puis toute une série d'éléments qu'on connaît parfois un tout petit peu moins, des éléments IT, téléphone, laptop, etc. Mais parfois des choses qui sont un tout petit peu plus exotiques, que ce soit dans les rémunérations variables, alors qu'on appelle généralement des bonus, voire, je dirais quelque part, sky's the limit, voire tout ce à quoi un entrepreneur pourrait penser, et avec lequel il viendrait nous conseiller en disant tiens, j'ai un personnel qui est intéressé par ceci, est-ce que l'on peut le faire, comment peut-on le faire, quelles sont les conditions pour le faire, quel va être le traitement social et fiscal, comment je peux maîtriser le budget que cela représente pour moi. Donc voilà les différents aspects, mais donc effectivement c'est tout à fait multiple et beaucoup plus large que la simple question du cash versé sur un compte en banque. Pour revenir à votre bureau, Madame Orny, est-ce que vous avez ce genre de possibilités, d'alternatives pour votre personnel? Donc on a pas mal de choses qui sont mises en place dont Monsieur Chapelle vient de parler, comme l'assurance groupe, le ticket repas, le véhicule d'entreprise, GSM, voilà, tout ça est mis en place chez nous. Maintenant, je dirais encore d'autres choses sur lesquelles on pourrait avancer, comme une CCT 90 en région wallonne qui pourrait être intéressante. Mais bon, ça c'est dans nos objectifs, je veux dire 2023, voilà. Mais effectivement, hein, on fait appel à ce type de rémunération alternative au vu du coût des charges patronales, évidemment, où on essaye, finalement, on préfère avantager nos travailleurs qui sont là dès le matin et qui sont disponibles pour notre entreprise, évidemment, de manière optimale, dans le sens où finalement, si on parle de net et plus de brut, c'est plus intéressant pour tout le monde, évidemment. Écoutez, je suis face aujourd'hui à deux spécialistes, évidemment, des chiffres et des rémunérations et qui sont impliqués régulièrement dans ce genre de problématiques. Je me demandais un petit peu ce que l'homme de la rue, ou la femme de la rue en savait ou en pensait. Donc nous avons parcouru les rues de Belgique pour faire quelques petites interviews. Je vous propose de regarder la vidéo. Oui. Le plan cafétéria. Je sais pas, non, je m'hasarde en disant que c'est une mesure de la région bruxelloise. Non, j'en sais rien. Est-ce que vous savez ce qu'est le plan cafétéria? Non, aucune idée. Ça me dit rien non plus. Honnêtement, non, ça, j'en ai aucune idée. C'est la mafia des bars qui vont que de la bière d'une seule brasserie. Je sais pas. Le plan cafétéria. Non, aucune idée. Aucune idée. Non. Non plus. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout.
Aucune idée. Je suis encore étudiante. Je suis pas encore amenée à être confrontée à tout ça. Ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûr. Donc j'ai entendu parler d'une augmentation salariale au niveau Horeca. Mais est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. C'est une sorte d'accord ou de possibilité dans une entreprise entre les employeurs et les employés de mettre en place un package d'avantages ou de rémunération. Bon, mais Monsieur Chapelle, comme on a pu le constater, il me semble que les gens dans la rue ne savent pas exactement quelles sont les possibilités, quelles sont les alternatives, et surtout, beaucoup de personnes se posent des questions à propos de ce plan cafétéria. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu en quoi cela consiste? Oui, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître soit non lié aux rémunérations, soit tout à fait flou. Mais en réalité, si on s'imagine commander un repas dans un restaurant ou dans une cafétéria, pour le dire comme cela, on peut le visualiser de manière beaucoup plus concrète. Dans un restaurant, je vais commander un menu, entrée, plat, dessert, parmi éventuellement un ou deux choix. Mais imaginons ici pour l'exemple que je n'ai pas le choix, je commande un menu. Et ici, c'est l'employeur qui me donne ce menu, c'est ma rémunération. J'ai un certain montant mensuel, éventuellement une voiture de société, une assurance, et voilà. La question ne se pose pas de savoir si j'ai besoin de l'assurance ou si j'ai besoin de la voiture de société. Il est possible que j'habite à côté de l'entreprise et que je n'ai finalement aucun usage professionnel de cette voiture. Il est possible également que j'ai l'habitude d'utiliser la voiture ou le train pour mes déplacements privés. Donc, peu importe, je suis allé au restaurant, j'ai commandé un plat. Et de la même manière que si je n'aime pas un des ingrédients du plat, cela ne change rien, il est préparé de cette manière-là par le chef, je n'ai pas mon mot à dire, je vais recevoir ce plat. Et si on arrive dans une cafétéria maintenant, avec un plan cafétéria, il faut vraiment s'imaginer avec ce menu, ce plateau repas en main, et se promener finalement dans les allées de ce restaurant dans lequel on va nous proposer diverses entrées, divers plats, divers desserts. Qui sait, je n'ai peut-être pas envie de manger un plat aujourd'hui, je vais prendre 2 entrées et un dessert. C'est ça l'idée du plan cafétéria finalement. C'est donc l'idée traduite en rémunération de permettre en tant qu'employeur à vos travailleurs, dans certaines mesures évidemment, puisqu'il y a toujours des règles juridiques, fiscales et sociales à respecter, mais de permettre à vos travailleurs dans cette mesure de choisir différentes composantes d'un package de rémunération selon leur intérêt propre. Et cela permet donc de rencontrer l'intérêt de chacun des travailleurs en fonction de ses aspirations, mais également du moment où il en est dans sa vie. Un travailleur qui a 25 ans, qui débute sa carrière, n'aura peut-être pas nécessairement les mêmes aspirations, les mêmes besoins qu'un travailleur qui a 50 ans et qui commence tout doucement à penser éventuellement à sa retraite ou qui a des petits-enfants ou des enfants tout court, tout simplement. Donc ces aspirations-là, c'est difficile de les rencontrer en tant qu'employeur dans un budget fermé. Donc généralement, le plan cafétéria, c'est celui-là. C'est de se dire, sans augmenter le prix de mon repas, sans augmenter le coût patronal de la rémunération de mes travailleurs, je vais leur permettre finalement de faire mieux avec le même prix, parce que ce mieux, ils vont le choisir eux-mêmes. La question que je me posais, en fait, est-ce qu'il y a un garde-fou? Parce que je suppose que certaines décisions vont avoir une implication sur le calcul de la pension ou sur des optimalisations fiscales qui ne pourront peut-être pas avoir lieu. Et de quelle manière est-ce que le collaborateur est informé? Alors, en fait, pour reprendre de nouveau l'exemple de la cafétéria, le garde-fou, c'est finalement à l'employeur de l'établir. C'est-à-dire que dans une cafétéria, vous auriez éventuellement l'AFSCA, qui ici serait les autorités sociales et fiscales, et bien l'AFSCA qui vous dirait il faut respecter ce cadre. Et bien ce cadre au niveau des rémunérations, il est triple. Il est juridique, on est obligé de respecter les minimums barymiques de rémunération applicables au sein d'un secteur bien déterminé. Bon. Il est social, on ne peut pas, pour le passé, venir dire tout ce que vous avez reçu depuis 1 an, qui a été soumis à sécurité sociale, je vais le remplacer par un avantage qui lui potentiellement n'est pas soumis à sécurité sociale ou de manière limitée ou spécifique comme la voiture de société. Et il est fiscal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus pratiquer d'abus quelconque, avoir comme seul objectif de faire une optimisation fiscale sans nécessairement que la réalité juridique soit conforme avec ce traitement fiscal. Donc il y a effectivement une série de balises, une série de garde-fous, et j'en rajouterai un dernier qui est tout aussi important pour l'entreprise, il y a un garde-fou budgétaire. L'objectif du plan cafétéria, je le disais tout à l'heure, mais c'est vraiment essentiel, c'est de se dire que dans la même enveloppe budgétaire, on va pouvoir rencontrer mieux les aspirations de chacun des travailleurs dans leur individualité. C'est aussi un garde-fou pour l'employeur que de se dire « je veux mettre en place ce plan cafétéria, mais de manière maîtrisée pour éviter les surcoûts ». Donc si on revient sur les problématiques juridiques, sociales, fiscales, les garde-fous sont ceux-là. Les minimums de rémunération, les abus fiscaux évidemment évités, et la possibilité de faire des modifications dans un plan de rémunération, mais uniquement pour le futur sur les parties de rémunération qui ne sont pas encore acquises.
Là, je me tournerai vers Madame Orny. En fait, en voyant cette flexibilité, j'ai quand même envie d'entendre complexité un petit peu derrière. Je me demandais, est-ce que dans votre bureau, pour votre personnel, vous avez ce genre de plan? Enfin, vous en avez déjà touché un mot, mais est-ce que vos clients sont demandeurs? Alors, moi, dans mon cabinet de petite taille, on a peut-être 1 ou 2 clients dont il y a une masse salariale plus importante qui pourraient être intéressés par ce type de mise en place. Ils ont déjà d'autres choses parce que bien souvent, enfin, en tout cas en ce qui me concerne dans mon cabinet, ces sociétés font partie de groupes internationaux et ils ont des directives de leur maison mère et donc voilà, ils appliquent ces directives, mais quand j'entends autour de moi, que ce soit dans des gros groupes ici en Belgique, effectivement, j'entends souvent parler de ce plan cafétéria. Moi, personnellement, je ne le pratique pas, donc au sein du cabinet, enfin en tout cas, voilà, je n'en ai pas le besoin en tout cas pour l'instant, mais effectivement, là où ça reste intéressant, c'est quand M. Chapelle dit, effectivement, les besoins d'un travailleur de 25 ans ne sont pas les mêmes que quelqu'un qui est au bord, qui arrive à la pension. Oui, c'est quelque chose auquel on peut réfléchir, ça peut être intéressant, vraiment. Monsieur Chapelle, est-ce que je dois comprendre que ça ne s'adresse qu'aux grands groupes? Alors, pas nécessairement. C'est vrai que dans la pratique, il est plus fréquent de constater que des entreprises de taille moyenne à plus grande taille mettent en place ce type de plan. Vous parliez de complexité tout à l'heure. Je pense que c'est probablement lié à cette complexité réelle et parfois fantasmée. Parce que de nouveau, dans une cafétéria, vous pourriez avoir la possibilité de proposer 22 plats. Si vous en proposez 2, il est évident que vous avez un menu et une cuisine moins complexe que si vous en proposez 22. Donc on a une possibilité déjà de jouer sur la complexité de cette manière-là, en limitant les choix. Et d'autre part, cette complexité qui peut faire peur, elle est à mettre en relation aussi avec le fait qu'en tant qu'employeur, on reste finalement aux commandes de ce plan cafétéria qu'on va proposer. Et généralement, ce que l'on fait, c'est qu'on propose ce que nous appelons dans notre jargon des fenêtres de choix, c'est-à-dire des possibilités limitées à certains moments de l'année pour le travailleur d'effectuer un choix, puisque la complexité, elle intervient au moment où je dois redéfinir mon package de rémunération parce qu'un travailleur a exprimé un choix dans le catalogue finalement d'avantages qui lui étaient proposés. Donc si on ouvre ce catalogue tous les 2 mois, il est évident que c'est très complexe et que ce n'est d'ailleurs pas pertinent et que nous ne le conseillons d'habitude pas. La pratique, habituellement, est d'ouvrir ce catalogue 1 fois par an ou à des événements de vie, la naissance d'un enfant, une promotion par exemple, pour permettre de coller finalement à ces aspirations des travailleurs et également au budget qui est dégagé éventuellement pour une promotion. Et cela l'aurait mentionné dans le règlement de travail ou bien comment? Alors généralement pas, parce que le règlement de travail est un outil qui est assez rigide et qu'il est compliqué de modifier. Donc généralement on le prévoit uniquement par le contrat de travail ou dans une politique interne de rémunération que l'employeur va définir en disant tiens, voilà les règles du jeu que je vous propose de jouer ensemble dans l'intérêt de tous finalement. Et quelles sont les grandes tendances? Je veux dire, je suppose que vous avez déjà une vue sur les options qui sont les plus choisies, pour quelle tranche d'âge? Est-ce que vous avez une vague idée? Oui, alors ce qu'on constate beaucoup pour le moment, c'est en partie lié à l'évolution de la société aussi. Hein. Les défis de la mobilité, on en entend beaucoup parler. On constate les problématiques de réchauffement et donc on sait que la sensibilité écologique est de plus en plus présente. Et donc on constate en alliant ces deux intérêts-là, que le vélo électrique, par exemple de société, est un élément qui intervient de plus en plus parce que les travailleurs n'ont pas toujours envie d'être calés dans des bouchons, parce que le vélo électrique permet également, on l'a beaucoup constaté dans le cadre de la pandémie et du confinement, plus facilement à un public plus large de pouvoir se mettre en mouvement aussi. Pourquoi ne pas aller au travail avec ce vélo électrique? Et un des facteurs qui permet aussi d'expliquer son succès, c'est que le traitement social et fiscal d'un vélo électrique, lorsqu'il est utilisé ne fût-ce qu'en partie pour se rendre au travail, va être tout à fait avantageux par rapport à la rémunération. Donc ça, c'est déjà une tendance que l'on peut constater. On constate également une tendance liée plutôt à tout ce qui est flexibilité. Madame Orny, vous en parliez tout à l'heure. La possibilité pour des travailleurs de dire, tiens, je sacrifierai une partie de ma rémunération dans le futur pour finalement financer quelques jours de congés supplémentaires.
parce que le temps libre pour moi est plus important, ou on parlait de travailleurs plus âgés. À l'approche de la pension, on pourrait comprendre que les 20 jours ou les 25 jours, s'il y a déjà un peu de congés extra-légaux dans le cabinet dont on parle, ne suffisent pas toujours en termes de rythme. Et de la même manière, finalement, que l'on prévoit de nouveaux rythmes scolaires, on peut, dans le cas d'un plan cafétéria, prévoir de nouveaux rythmes de travail en échangeant une partie de sa rémunération contre davantage de jours de congé. Et puis je dirais que le troisième et quatrième bloc que l'on constate en pratique, d'une part tout ce qui est IT, j'en parlais tout à l'heure, laptop, téléphone, mais certainement tout ce qui est assurance. Les assurances hospitalisation, je dirais qu'un des classiques, c'est d'ouvrir l'assurance hospitalisation qui est éventuellement déjà offerte au personnel, aux membres de la famille du personnel. Ça présente un surcoût qui est relativement limité pour l'employeur. Oui. Pour le travailleur, c'est une économie parfois importante. Et alors, sans être trop technique, lorsque vous avez 2 personnes qui travaillent au sein d'un couple, les 2 personnes bénéficient d'une assurance hospitalisation, on a parfois des situations de double couverture. Et ça permet, lorsqu'on a un plan cafétéria parfois aussi, de dire, mais tiens, dans certaines conditions, je décide de sortir de ce plan d'hospitalisation, mon employeur arrête à fond perdu de payer des primes qui finalement ne sont jamais utilisées, et ce budget, je l'utilise pour autre chose. Autre exemple de flexibilité qu'on peut mettre en place. Le plan hospitalisation, c'est ce que nous avons détecté dans notre enquête également. En fait. Donc, quand on a proposé les différents éléments qui pourraient constituer un package salarial, quand les gens n'en avaient pas, la première chose qui est venue, c'est le plan hospitalisation. Ce qui est amusant, c'est que de la même enquête est arrivée l'information que 26% des gens sont tout à fait satisfaits au point qu'ils ne veulent rien d'autre. Ouais. Donc ça, c'est amusant. Et la question n'a été posée qu'aux employés. Donc c'est pas que les patrons se sont autofinancés et autosatisfaits. Non, donc ça veut dire qu'il y a quand même une satisfaction au niveau salarial dans la profession. Donc un dernier chiffre. Donc 70% des gens étaient satisfaits de leur salaire tel qu'il était pour l'instant. Et donc, mais la première amélioration demandée, c'est le plan hospitalisation. Bien sûr. Je lancerai un petit défi à M. Chapelle, en fait. C'est si vous deviez convaincre Mme Orny d'aborder le sujet avec ses clients, comment feriez-vous? Alors, je dirais que l'actualité nous donne une grande facilité pour répondre à votre question, puisqu'on parle d'inflation et de taux d'inflation à 9 ou 10% selon les estimations pour l'année prochaine. Cette inflation, elle va porter sur les salaires parfois barémiques, parfois réels de vos clients, Mme Orny. Et il est évident qu'elle va donc augmenter de manière assez sensible les coûts de rémunération. Pour tous les employeurs qui envisageraient d'octroyer une augmentation à leurs travailleurs, que ce soit liée à une promotion, à une ancienneté ou quoi que ce soit, je leur conseillerais, ou je vous proposerais de les inviter lorsqu'ils vont réfléchir à leurs coûts patronaux, ou leurs coûts salariaux plutôt lors de l'année prochaine, de se poser cette question, de savoir dans quelle mesure est-ce qu'il est possible, parfois ce sera le cas, parfois ce ne sera pas le cas, mais dans quelle mesure est-ce qu'il est possible de remplacer une partie de rémunération brute pour le futur par d'autres avantages qui, eux, ne seraient pas impactés par l'inflation ou pas directement par l'inflation, comme les rémunérations. Effectivement. C'est un argument choquant, très actuel. Je suis tout à fait désolé de devoir l'utiliser. Je préférerais qu'on ne connaisse pas ces taux d'inflation. C'est vrai que... Et c'est vrai que les indexations des salaires, depuis le mois de janvier, je crois qu'on est à la 3e ou 4e indexation, et je pense que pour novembre, c'est encore prévu dans certaines CP. Et il est effectivement, chez certains clients, on est déjà à du 8,5% d'augmentation. On en parlait encore ce matin à la radio, c'est le sujet du moment. Absolument. Je me demandais, en fait, est-ce qu'il y a des secteurs plus créatifs que d'autres dans cette matière? Alors, je ne pense pas qu'il y ait des secteurs qui soient plus créatifs. Il y a des secteurs qui ont peut-être les bras plus libres, je dirais, parce que je vous disais tout à l'heure, il faut, pour pouvoir mettre en place un plan cafétéria, soit on augmente sa charge de rémunération, on donne quelque chose en plus, ça c'est toujours possible, mais si on tient compte de la réalité économique et que l'on souhaite le faire dans une enveloppe fermée, il y a des secteurs qui ont des obligations en termes de rémunération et d'avantages annexes déjà beaucoup plus figées dans une commission paritaire que d'autres. Et donc plus vous allez vous retrouver figé, souvent plutôt dans l'industrie, moins ce sera simple. Ça ne veut pas dire que c'est compliqué, mais ça veut dire que la marge de manœuvre va être peut-être restreinte. Donc la créativité en termes de le plan cafétéria est probablement fort impactée par cela. En matière de créativité, j'aimerais que nous visionnions ensemble une proposition qu'un bureau comptable en Flandre a mis en place. Regardons la vidéo. Mijn naam is Hein van der Lamotte. Ik ben een van de venoten van der Lamotte, die actief is in accountancy, audit en legal en risk management. Het is duidelijk dat het aantrekken van nieuwe mensen een grote uitdaging is voor mensen in onze sectoren. Er is duidelijk een krapte op de arbeidsmarkt en dat is iets wat, denk ik, iedereen ondervindt, wij duidelijk ook. In het kader juist van het aantrekken van misschien wat ervaren
mensen hebben wij inderdaad een misschien wel eigenaardig idee ontwikkeld om te gaan stellen dat iemand met een zekere ervaring bij ons komt werken. Dat mocht hij zich inderdaad niet schikken bij ons bedrijf, dat hij toch tegenvalt, van hem inderdaad een soort bonus uit te betalen. In die zin dat we als iemand vertrekt binnen de maand dat hij zou hier binnenkomen, dan krijgt hij een extra bonus van 2500. Als je dat pas na 3 maanden doet, dan is dat 7500 wordt dat. Maar de bedoeling is eigenlijk daar duidelijk het signaal te geven. Ten eerste, kijk, oké, misschien is het de moeite van eens naar ons te komen en te kijken of dit iets voor u wordt. Maar wij als bedrijf zijn ook absoluut zeker dat wij die eigenlijk niet zullen moeten uitbetalen. En we gaan ervan uit dat we iedereen zullen kunnen houden. De vertrekpremie heeft voor een zekere stijging gezorgd. Daaruit is ook een zeker aantal aanwervingen lopende. En zelfs denk ik 1 of 2 gerealiseerd. Maar het is natuurlijk niet de mirakeloplossing, anders zou dat fantastisch zijn. Que pensez-vous de cette proposition? Vous parliez de créativité, je pense qu'elle a au moins le mérite de la créativité, cette solution. Je pense que c'est assez bien vu. Assez bien vu, pourquoi? Simplement parce qu'on parle beaucoup de guerre des talents, de difficulté à retenir son personnel. Alors ici, je pense que la pratique montrera à l'entreprise Van de la Notte si c'était pertinent ou pas pertinent, et de ce que je comprends, il n'y a pas encore de recul. Mais ça a en tout cas le mérite de démarquer l'entreprise dans son processus de recrutement, en sachant que dans ce secteur, on en parlait, dans ce secteur, le pouvoir recruter est assez clé. Donc je trouve que l'idée est assez bonne. Elle a effectivement le mérite de nous faire sourire, je vois tous les trois, et de permettre de placer l'entreprise Van de la Notte quelque part sur l'échiquier en se démarquant de concurrence dans ce contexte-là. Qu'en pensez-vous, Madame Orny? Voilà, la démarche est telle que finalement, il est clair que passer par des sociétés de recrutement aujourd'hui coûte énormément d'argent. Et là, finalement, le fait de s'adresser au tout public, finalement, avec une offre comme celle-là, va peut-être attirer des candidats sans devoir faire appel à ces chasseurs de tête, parfois irrespectueux finalement, de manière tout à fait facile, et d'obtenir de la collaboration et finalement de faire une économie certaine sur les frais liés à ce recrutement qui finalement serait une prime à verser aux travailleurs s'ils décidaient de quitter l'entreprise. Maintenant, voilà, M. Van de la Notte est convaincu qu'il gardera tout le monde à bord et ça c'est très bien pour lui. J'aimerais clôturer cette partie du débat en essayant de résumer un petit peu. Donc, j'ai vu que le plan cafétéria ne s'adresse pas qu'aux grands groupes, donc il faut bien y réfléchir, apporter des solutions créatives, apporter des solutions alternatives pour beaucoup de profils, pour beaucoup de types d'entreprises. Par contre, il doit être cadré, il faut des garde-fous. Les garde-fous doivent être au niveau fiscal, au niveau juridique et au niveau social. Il faut bien y réfléchir en discussion ouverte entre l'employeur et l'employé. Il est applicable, donc il ne faut pas hésiter, il gagne à être connu, c'est le moins que l'on puisse dire. Une autre manière, évidemment, de gagner la guerre des talents, c'est d'accueillir ou de former les jeunes, de les accompagner dans leur formation, et c'est le sujet le sujet suivant de notre tour de table, et j'aimerais accueillir Madame Micheline Klaas de l'Ordre des experts comptables.